Salut Booktube! Comme promis dans mes résolutions et mes changements pour la chaîne de l'année 2023, je ne vais plus faire des dernières lectures mensuelles, mais plutôt dès que j'ai 4 à 5 livres dont je voudrais discuter. Et donc c'est le cas. Et je vais pouvoir vous parler de mes premières lectures du mois de janvier, pour voilà, la moitié à peu près du mois de janvier. Et après, on fera en début février probablement une autre vidéo dernière lecture pour avoir la deuxième moitié de mes livres de janvier. Je pense que vous avez compris, je n'avais probablement pas besoin de l'expliquer autant, mais c'est pas grave. Pour commencer, en janvier, j'ai lu avec énormément d'empressement et d'attente Trace of the Emerald Sea, le roman de Brandon Sanderson, qui est le premier projet secret de Brandon Sanderson, qui a été traduit sous le nom de Tresse de la mer émeraude, que j'ai absolument adoré. C'était un coup de cœur total. Si ça vous intéresse, j'ai fait une review dédiée dessus le 3 janvier alors que j'ai reçu le livre le 1er janvier. Donc vraiment, c'est que j'étais au taquet. Mais je vous mets le lien juste là dans le petit et également en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, il n'y a pas de spoiler, il y a aussi un avis général si vous ne voulez rien en savoir. Vraiment, c'était un livre que je recommande vraiment à tout le monde, il était absolument génial. C'était un très bon début d'année. Et du coup ensuite j'ai enchaîné avec un autre livre que je devais lire depuis très longtemps et que je voulais lire initialement fin décembre, mais c'était pour continuer le très bon lancement de cette année et j'ai lu le tome 2 de Monk and Robots. Il s'agit de A Prayer for the Crown Child de Becky Chambers qui va bientôt être traduit chez La Talente par Marie Surgé et c'est également donc La Talente qui avait traduit le tome 1. Si vous ne le savez pas encore, j'adore Becky Chambers, c'est une autrice que j'aime énormément pour son optimisme, pour ses récits qui sont extrêmement réconfortants et celui-là n'a pas fait exception à la règle puisque c'était d'une douceur absolue. J'ai été extrêmement contente de retrouver les deux personnages, donc le personnage de Dex et le robot évidemment qui sont les deux personnages principaux que j'ai trouvé toujours aussi attachants. J'aime beaucoup leur relation d'amitié qu'ils vont avoir tous les deux. J'adore la candeur et l'innocence du robot que je trouve tellement rafraîchissante. Il va s'extasier des plus petites choses, vraiment à un moment il est tout content parce qu'il a un sac, enfin c'est juste trop bien. Et ça nous fait nous rappeler aussi qu'on perd cette tendance à s'extasier et à apprécier les petites choses de la vie. C'est quelque chose qui paraît assez bateau dit comme ça, mais le fait de le voir directement sans que ça ne soit martelé à la figure, ça nous fait prendre conscience de ça de façon plus subtile et moins grossière, on va dire. C'est vraiment un livre qui va se centrer sur la découverte de l'autre, la découverte de l'humanité, de l'univers dans lequel ils vont évoluer et on a des thématiques qui vont être un petit peu différentes du tome 1 qui vont être discutées. Et dans le tome 1, là où on se concentrait plus sur la dimension écologique, la découverte de l'autre, la quête de soi et d'un objectif de vie pour le personnage de Dex, là on va se concentrer sur autre chose, sur la découverte mais du monde autour de nous, sur le changement, sur ce qui fait de nous des êtres humains, notre rapport à la nature, notre rapport aux animaux qui m'intéresse particulièrement et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours autant aimé ce livre. Cette duologie est absolument géniale, je trouve que ça se lit si vite, si bien. Ce sont des novellas donc ils font même pas 250 pages. C'est toujours hyper doux, hyper réconfortant, hyper bienveillant et finalement j'aurais presque envie d'en savoir plus, notamment sur l'univers dans lequel ils évoluent pour certaines thématiques qui, de par le fait qu'elles ne soient pas assez développées à cause de la taille du texte, eh ben elles sont pas forcément adaptées de la façon la plus logique possible, notamment sur le plan de l'écologie. On a des choses un petit peu utopiques on va dire et non réalisables en pratique. On n'a pas vraiment de discussion là-dessus, on n'a pas tous les tenants et aboutissants de cet univers. C'était aussi je pense le parti pris de Becky Chambers puisque ce sont encore une fois des novellas, c'est une duologie a priori, donc ça fait 300 pages en tout, on ne peut pas avoir un univers complètement développé. C'était fait de façon totalement volontaire je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé finalement en avoir plus. Mais bon, si on aimerait bien en avoir plus, c'est qu'au fond on a beaucoup aimé et c'est évidemment le cas chez moi puisque je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 et que c'était vraiment une excellente lecture. En parallèle de ces deux lectures, j'ai écouté
Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus, qui a été traduit récemment sous le nom de La brillante destinée d'Elizabeth Zott chez Robert Laffont par Christelle Gaillard-Paris. Ça a été le prix Goodreads 2022 du Literary Fiction. Bon, il faut savoir évidemment que le prix Goodreads n'est pas un prix de qualité de livre, mais un prix de popularité puisque c'est au nombre de votes. Mais c'est un livre qui quand même avait énormément de notes et qui avait des très bonnes notes. Donc je me suis dit pourquoi pas, en audio c'était l'occasion. Et vu les blogs que j'en avais vus, c'était un livre féministe extrêmement drôle. Et je suis un peu mitigée sur ce blog que j'ai lu. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai notamment beaucoup apprécié le personnage principal qui va me rester en mémoire pendant je pense assez longtemps et le féminisme et l'empowerment féminin qu'on peut avoir dans ce livre. Pour vous faire un bref résumé, on va suivre le personnage de Elizabeth Zott qui est une scientifique et plus particulièrement une chimiste qui va avoir un doctorat en chimie dans les années 70 aux États-Unis et donc le thème principal du livre ça va être comment fait-on dans les années 70 quand on est une scientifique femme pour être écoutée, pour être pris en considération et même dans la vie au quotidien, la place des femmes vraiment dans la société américaine à cette époque-là, qui n'a finalement pas tant changé que ça. Et c'est vraiment ça le thème principal du livre, c'est vraiment du féminisme et du girl power à son essence même, puisque Elizabeth Zott n'a que faire de la fragilité des hommes, elle va vraiment refuser toute discrimination et toute attaque envers elle pour son genre et elle ne va jamais se laisser faire et c'est ce que j'ai trouvé très appréciable. Parfois on a un petit peu l'impression que Elizabeth est assez irréaliste dans la façon dont elle est écrite puisque elle va s'étonner de certaines choses qui sont vraiment ancrées dans sa société et dans son mode de vie. Et elle s'en étonne alors que c'est des choses qui devraient paraître évidentes pour quelqu'un qui vit à cette époque-là. Et du coup, des fois, j'avais un peu l'impression que c'était quelqu'un de notre époque qui se retrouvait projeté 50 ans plus tôt et qui découvrait en fait à quel point les femmes n'avaient pas de droits et étaient discriminées. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais finalement au plus on avance dans l'histoire, plus ça paraît assez logique et assez intéressant puisque ça va vraiment être la caractéristique principale d'Elizabeth et qu'elle va refuser tout ce qui ne lui convient pas et des fois on a un peu l'impression qu'elle se moque des autres en faisant comme si elle ne comprenait pas les codes sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu la question que je me suis posée, c'est à quel point c'était volontaire de la part de l'autrice de la rendre assez irréaliste comme ça. Comme je vous le dis, ça n'a vraiment pas gêné la lecture, au contraire j'ai beaucoup apprécié le personnage d'Elizabeth. Il y a beaucoup d'autres personnages qui gravitent autour d'elle et notamment des femmes fortes mais de différentes manières. Elle a plusieurs amies qui vont parfois être vraiment des connasses puis se racheter un petit peu ou alors très gentilles mais avec des préjugés même elle envers les femmes et on va voir un peu comment tout ça va être déconstruit. On va déconstruire tous les préjugés notamment au niveau des relations pour les femmes, au niveau des relations amoureuses, au niveau de la place des femmes dans une entreprise, dans la société, le rôle des femmes également par rapport aux enfants, etc. Donc tout ça qui va être déconstruit au fil du temps et on a plusieurs axes finalement de travail pour cette déconstruction de la féminité. On va avoir toute une question donc de la science et de la place des femmes dans la science. On va avoir également tout ce qui va être un côté maternité, un côté vie de tous les jours et comment la maternité peut changer la vie d'une femme ou le regard des autres sur la vie d'une femme, mais également les relations des femmes entre elles et comment avoir des relations plus positives et plus saines pour les deux et comment s'aider pour se monter vers le haut ensemble et ne pas se tirer dans les pattes. Il y a tout ce côté aussi chimie, côté scientifique que j'ai trouvé très intéressant, c'est pas très développé, il n'y a pas évidemment besoin d'avoir quelconque connaissance en chimie, mais j'ai trouvé ça sympa parce que ça reste vraiment omniprésent tout au long du livre et j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est un livre qui franchement se lit tout seul, en tout cas moi je l'ai écouté et ça passait très bien, j'ai plutôt aimé la plume qui était assez facile, je trouve que l'anglais est très accessible, je lui mettrai la note de 3 sur 5. Le seul petit bémol que j'ai à donner c'est par rapport, comme je vous l'avais dit, aux recommandations faites dans les médias notamment ou dans les journaux anglophones, puisque tout le monde le dit très drôle et je ne trouve pas que ce livre soit particulièrement drôle. Bon,
pas plus qu'un autre en tout cas, enfin il y a des moments où on va sourire parce que la situation est plutôt amusante, mais c'est pas le livre où je vais éclater de rire tout le temps. Pour moi c'est vraiment de la literary fiction et c'est tout, ce n'a pas pour but d'être particulièrement drôle, je ne comprends vraiment pas d'où vient cet adage que ce livre est extrêmement drôle. Voilà, je ne sais pas, je vous mets en garde. Si vous attendez quelque chose d'extrêmement drôle, c'est peut-être pas le livre vers lequel se tourner. Néanmoins, j'ai vraiment extrêmement aimé, c'était très intéressant. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de livres un petit peu historiques dans un entre-deux. C'est pas de la fiction historique puisque ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'est pas non plus à notre époque. Et donc c'est toujours assez intéressant de voir tout ça, surtout le côté scientifique et le côté féministe, c'était très intéressant. On voit que Bonnie Garmus a fait beaucoup de recherches par rapport à ça, et donc c'était très sympathique, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Si vous cherchez un livre féministe, un livre qui va vous donner envie de défoncer tous les mecs quand ils font des trucs de merde, allez-y. Vraiment, on se sent capable de tout à la fin, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement sympa. Pour une fois, j'ai lu un des livres Explora Livre assez tôt dans le mois, ce qui est un miracle. Mais bon, actuellement, là où je filme, on est le 29 janvier et je suis encore en train de lire Kindred, donc tout va bien. Mais il s'agit donc de Sirius de Stéphane Servan, c'était le livre VF d'Explora Livre ce mois-ci, qui est paru aux éditions du Rouergue. Le live avec Plop sur sa chaîne à elle a déjà été publié à l'heure où vous voyez cette vidéo. Pour moi, ça ne s'est pas encore produit, mais je vous mettrai le lien du live en dessous. Je ne sais pas exactement ce qui est dit. Je vais de toute façon vous donner mon avis ici. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller voir le live. Mais vraiment, je n'ai pas été convaincue du tout par ce livre que j'ai trouvé très inégal. Il y avait des choses très intéressantes, mais finalement j'ai trouvé que c'était pas bien traité, que beaucoup de choses manquaient de cohérence et qu'on allait un petit peu dans toutes les directions, que l'auteur voulait peut-être trop en faire et de façon tellement superficielle finalement parce qu'il essayait de tout mettre un petit peu et que du coup c'était pas assez développé et qu'en fait du coup on passait vraiment sur plus du cliché et le fait de brosser un petit peu une discussion sur une thématique et une critique d'une thématique, mais c'était tellement survolé qu'au final on n'allait pas du tout dans le détail qui pourrait être pertinent et intéressant. On va suivre une adolescente, ou je crois que c'est une jeune adulte, en tout cas je la donnerai entre 16 et 18 ans, et son petit frère adoptif je crois, en tout cas elle a été adoptée par leurs parents mais lui est le fils biologique des parents en tout cas. Dans un univers post-apocalyptique assez récent puisque elle a vécu dans notre monde comme il est actuellement, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a rendu tout le monde stérile et qui a fait que toute la nature est morte. En gros il n'y a plus d'animaux, les végétaux sont tous morts et on va les suivre alors qu'ils essayent de se débrouiller dans ce monde là. Et alors qu'ils vont essayer de trouver ce qu'on appelle la montagne, c'était un endroit où la jeune femme avait des bons souvenirs et du coup c'est l'objectif qu'elle leur donne d'aller se réfugier à la montagne pour, si possible, vivre une vie un peu meilleure. Je pense que je suis vraiment passée complètement à côté du livre parce que je n'arrivais pas à adhérer à l'univers. En fait, je trouve que c'est trop gros pour que ma suspension d'incrédulité puisse se faire. Puisque du coup, comme je l'ai dit, il y aurait eu soi-disant un virus, je crois, qui aurait rendu tout le monde stérile, dont les animaux et fait mourir les arbres et les plantes. Donc en fait, c'est un virus qui touche toutes les espèces vivantes et c'est pas trop possible. En fait, c'est un virus, ça se passe pas comme ça marche pas comme ça. On n'a jamais trop d'informations, on n'a jamais trop de réponses sur ce qui s'est passé, comment, quoi. Et du coup, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que finalement... Bah moi j'ai pas réussi trop à y croire en fait, j'arrivais pas à croire au pitch même de base, donc forcément pour la suite quand il y avait des défauts en plus, bah ça venait vraiment alourdir la lecture et vraiment toutes les petites incohérences, tous les petits trucs qui pouvaient me déranger étaient encore plus dérangeants vraiment et j'arrivais pas à m'attacher au truc et notamment les personnages que j'ai trouvés en fait trop superficielle, qui changeait vraiment de personnalité presque au cours du livre, notamment pour la grande sœur. Il y a tout un truc sur l'importance du fait que son petit frère parle et sache parler, sache lire et qu'elle arrive à l'éduquer finalement comme on aurait pu être éduqués nous.
et qui sache lire, écrire, etc. Après un tiers du livre, en fait, elle commence à s'en moquer complètement, alors que c'était un des trucs les plus importants pour elle avant, mais après elle s'en fiche complètement. C'est pas très réaliste dans l'évolution des personnages. À partir du moment où ils vont rencontrer d'autres personnes, en fait le petit frère, on commence à l'oublier complètement. Il est quasiment pas là, s'il était pas là ce serait pareil. On lui parle jamais, on lui adresse jamais la parole. Et en plus il rencontre vraiment pas mal de gens au fil du temps. Pour des gens qui n'ont vu aucune personne vivante depuis 6 ans, ça fait un petit peu bizarre de tout soudain croiser 12 milliards de pecnos. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, enfin on sait pas trop comment ils font, des fois ils mangent pas pendant 4 jours sachant qu'ils sont déjà dénutris et ils marchent comme ça toute la journée sans problème. Alors ça ne se passe pas comme ça, si on ne mange pas pendant 4 jours alors qu'on est déjà dénutri, on ne peut pas se lever, c'est pas possible en fait. Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'incohérences sur le traitement des personnages, sur l'avancée de l'histoire aussi. En fait c'est un voyage qui va se faire au fil du temps. Ils vont rencontrer plusieurs personnes qui vont leur apporter ou non des choses et on va pouvoir discuter de pas mal de messages comme ça. Et c'est un autre des problèmes du livre puisque on veut nous emmener un peu n'importe où en fait. On a tellement de messages qui sont ébauchés. On va avoir une notion de racisme avec donc la jeune fille qui est noire. Donc très bien, mais en fait on ne voit pas du tout les impacts sur elle, on ne voit pas du tout dans les flashbacks à quel point c'était prédominant chez elle. Enfin voilà, en gros elle dit juste je suis noire, point quoi. Et du coup on doit tout construire autour de ça. Mais sachant qu'on est dans le futur, c'est assez bizarre parce que du coup si on voulait s'attacher au racisme, il faudrait aussi nous montrer les règles de cet univers là pour qu'on comprenne bien, parce qu'on n'a pas de raison de s'imaginer qu'on soit au même niveau que maintenant. Ça pourrait être plus de racisme, malheureusement ça pourrait être moins de racisme, enfin voilà, on n'a pas du tout les règles. Il y a aussi une ébauche de discussion sur la religion, mais pareil, en gros, les sectes, bah voilà, il y en a une, c'est pas très cool, mais c'est tout en fait. Les sectes c'est pas cool, bon il y a peut-être autre chose à faire avec cette discussion là. Il y a toute une dimension aussi d'écologie, puisque on a abîmé la nature, mais ça va pas plus loin que ça. Il y a aussi les inégalités sociales, la pandémie, la nature humaine, le problème de l'anthropomorphisme, etc. Enfin il y a beaucoup de choses qui sont abordées, mais comme je vous dis, c'est jamais abordé en profondeur en fait, c'est vraiment juste oui les sectes c'est pas bien, hop, et on change de sujet. Et oh là là, elle a été racisée. Et après on va aller sur oh regardez tous les arbres ils sont morts, et bah c'est triste, et du coup les humains c'est des cons. Voilà, c'est un peu, en fait c'est un peu comme ça que ça se passe tout au long du livre. Et du coup je trouve qu'il n'y a presque aucune pertinence dans les messages. Après je ne suis pas le public cible évidemment, c'est plutôt à destiner à un public jeunesse, je pense même collège, que ça peut clairement passer. Donc ça peut être pas mal, si c'est pour enclencher une discussion peut-être avec un adulte ou avec d'autres personnes, ça pourrait être intéressant. Mais je trouve que l'histoire en elle-même ne suffit pas à discuter de ces sujets-là. Je trouve que c'est très dommage parce qu'il y avait une très bonne promesse. Cela dit, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Ça peut être apprécié par des jeunes lecteurs, mais c'est vrai que moi j'ai peut-être un peu trop de bouteilles pour ce genre de livre. La prose est assez agréable, c'était plutôt pas mal. J'ai moins aimé que Féline du même auteur, j'ai trouvé que c'était bien en dessous, même si avec Féline, si vous avez vu ma review à l'époque, j'avais été un petit peu mitigée, mais j'avais beaucoup mieux aimé Féline. Mais voilà, malheureusement, ce livre n'était pas une réussite, je lui ai mis la note de 2 sur 5 parce qu'il y avait quand même des points positifs, notamment l'écriture et la fluidité du livre. Mais voilà, c'était vraiment pas une réussite, trop d'incohérences, trop de choses que je n'ai pas aimé, trop de choses en lesquelles je ne croyais pas, et du coup c'est pour ça que je n'ai pas aimé. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir le live si ça vous intéresse, on en discute un petit peu plus sans et avec spoiler. Donc après cette lecture qui fut assez mitigée, même très mitigée, j'ai voulu lire un livre que je veux lire depuis très longtemps et qui me faisait extrêmement envie. Il s'agit de All Systems Red de Martha Wells, le premier livre de la saga de novella Murderbot Diaries. Donc c'est la saga Journal d'un assassin qui a été traduit chez La Talente par Mathilde Montier, et donc c'est le premier tome. Donc il s'agit, comme je l'ai dit, d'une novella donc qui est un livre très court, c'est de la science-fiction qui se centre surtout sur une intelligence artificielle. Et ça faisait extrêmement longtemps que j'avais envie de lire ce livre. Et récemment, il y a plusieurs personnes qui en ont très bien parlé. Il y a Camelot Magicadou qui en a très bien parlé. Plop l'a lu également et elle avait beaucoup aimé, tout comme Snodza.
et du coup j'avais vraiment extrêmement envie de lire ce livre et j'en attendais beaucoup. Sauf que malheureusement ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. J'ai été assez mitigée sur certaines choses. J'ai extrêmement aimé le personnage de l'intelligence artificielle, donc il s'appelle Murderbot, et je l'ai trouvé très intéressant et j'ai beaucoup aimé ses côtés finalement IA et informatique en fait, qui sont assez différents d'un personnage lambda évidemment. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ses interactions avec les autres, parce qu'on sent qu'il n'a pas l'habitude d'interagir avec d'autres humains, qu'il n'est pas forcément programmé pour ça, et que c'est quelque chose qui le met mal à l'aise et qu'il n'aime pas particulièrement. Et les humains pareil, quand on a un Murderbot en face de nous, on n'a pas forcément envie de discuter avec lui, mais finalement on va voir comment il va arriver à être accepté dans le groupe et à interagir un petit peu plus au fil des choses qui se passent. Donc pour vous faire un résumé, on va suivre donc le personnage du Murderbot alors qu'il suit un contrat pour protéger un groupe d'explorateurs, un petit peu de scientifiques en tout cas, qui vont découvrir une nouvelle planète pour voir ce qu'il y a comme matériaux dedans, ce qui pourrait être utilisé. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et ils vont devoir un petit peu enquêter pour voir si les problèmes qui se passent sur la planète et dans les informations qu'ils ont sur cette planète est plutôt juste une erreur parce que en fait la corporation qui leur a donné le contrat est hyper radine et donne que des trucs de mauvaise qualité, ou si c'est un véritable sabotage et quelle est la raison potentielle d'un tel sabotage. J'ai trouvé malheureusement que l'histoire était assez peu motivante. J'avais pas très envie de savoir la suite, même si c'était très court. J'ai trouvé que l'aspect relationnel et l'aspect IA était beaucoup plus intéressant que l'histoire finalement. L'histoire, je m'en fichais un petit peu de savoir ce qui se passe. J'ai pas réussi à accrocher. Je pense aussi que ça c'est vraiment personnel. Je n'ai pas de vraie raison pour laquelle je n'ai pas réussi à accrocher à ça. Mais voilà, j'ai pas réussi à être embrigadée dans le livre de la façon dont je voudrais. Et j'ai trouvé que pour une histoire comme ça, on aurait pu finalement faire quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus intéressant en s'affranchissant du format de novella. Peut-être que j'ai un petit peu de mal avec les novellas aussi qui sont très courts par essence, en essayant de faire trop de choses finalement. Est-ce que c'est pas trop rapide à mon goût? Je ne sais pas, il y a quand même des choses que j'ai énormément appréciées. Mais quelque chose qui me perturbe beaucoup et que je voudrais partager avec vous, c'est l'humour. Parce que j'ai vu plusieurs personnes, dont Snoza notamment, qui parlaient du fait qu'elles avaient trouvé le Murderbot très drôle et que ça les avait fait énormément rire d'avoir son côté un petit peu blasé avec un humour très cynique et qu'il détestait les gens, etc. Et en fait, j'ai réalisé en voyant ça et en discutant avec les personnes qui pensaient ça, que moi je l'avais pas du tout pris comme ça. En fait, je ne vois pas le côté drôle, je vois la différence avec un traitement d'un personnage classique, mais pour moi ce n'est pas drôle parce que ça paraît presque être des pensées normales que je pourrais avoir. Alors est-ce que c'est parce que en mon fort intérieur je suis en réalité une intelligence artificielle ? Peut-être. Ou peut-être que c'est un humour que je ne comprends pas comme tel, ce qui est possible, mais du coup ça a aussi participé, je pense, à me détacher de l'histoire et à ne pas avoir toute la pertinence de l'histoire. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné avec moi, il y a énormément de qualités, ce qui est sûr c'est que je vais continuer la saga parce que vu que c'est les personnages que j'ai le mieux aimés et que c'est une suite de novellas où on change un petit peu d'histoire à chaque fois, bah c'est parfait, j'ai juste envie de retrouver les personnages, peut-être que l'humour fonctionnera mieux la prochaine fois, mais du coup je lui ai mis la note de 3 sur 5, l'anglais est un peu difficile, 4 sur 5 peut-être, mais c'est une novella, c'est assez court, donc pour commencer par exemple dans de la SFFF adulte, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un début d'année très mitigé avec des très bonnes lectures et des grosses déceptions dans les deux cas. On reste sur mon rythme habituel, on va dire, mais j'ai plutôt bien lu ce mois-ci, donc je suis très contente et je reviendrai du coup incessamment sous peu pour un prochain dernière lecture parce que j'ai déjà quasiment assez de livres pour en tourner un nouveau. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur mes prochaines lectures. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.